Le gravier crissait à peine sous les pneus lorsque je me suis garé dans l'allée, les phares éclairant le bord des marches de l'entrée. Je n'avais pas prévu de rentrer à la maison. Le voyage à San Antonio avait été annulé à la dernière minute. Le gamin de Rick avait de la fièvre, et personne d'autre n'avait envie de se mobiliser. Je me suis dit que j'allais prendre un plat thaï. Peut-être surprendre Jenna avec une soirée tranquille à la maison, quelque chose de simple. Elle disait toujours qu'elle aimait quand je faisais ce genre de choses. De l'intérieur, j'entendais des voix. Des rires familiers, légèrement avinés. Les éclats de rire ricochaient sur les murs, mêlés au tintement des verres et aux reniflements occasionnels de Chloé. Je me suis arrêtée devant la porte d'entrée, mon sac dans une main, les clés dans l'autre. J'entendais Jenna avant même de la voir. Ils étaient dans le salon. Je suis entrée discrètement. Personne ne m'a entendue. Les filles étaient vautrées sur le canapé, un verre de vin à la main, pieds nus, un désordre d'oreillers autour d'elles, comme si elles étaient là depuis des heures. Je me suis postée juste après l'entrée, hors de vue, mais assez près pour tout entendre. Il est tellement naïf, a dit Jenna en riant. Ça fait quoi, 3 ans que je couche avec Ruggie? Il pense encore que je fais juste des heures sup. L'air a quitté mes poumons d'un coup. Chloé a éclaté de rire. Britney a failli s'étouffer avec son vin et a tapé le bras de Jenna comme si elle venait de dire quelque chose de hilarant. Elles n'étaient pas choquées. Elles étaient dans le coup. Je n'ai pas bougé. Je ne pouvais pas. J'étais juste là. Figée. Jenna a continué, un sourire satisfait aux lèvres. Le mois dernier, je lui ai dit que j'avais une intoxication alimentaire. Vous vous souvenez? Ruggie avait loué un chalet près de Marble Falls. Meilleur week-end de ma vie. Et il a tout gobé, comme un idiot. Le pauvre a même laissé de la soupe devant la porte de la salle de bain. Encore des rires. Bruyants. Cruels. J'avais envie d'avancer, de dire quelque chose, n'importe quoi. Mais mon corps ne répondait pas. Mon esprit était bloqué sur une seule chose, elle s'en fichait. Elle n'avait pas peur, pas de culpabilité, pas d'hésitation. Elle se vantait, dans notre maison, sur notre canapé. Elle a parlé du frisson de presque se faire prendre, une fois où je suis rentrée tôt. Comment elle avait dû cacher ses sous-vêtements sous le coussin. Le même coussin sur lequel je m'appuyais pendant nos soirées cinéma. Ça m'a achevé. Quelque chose dans mon estomac s'est tordu. J'ai reculé lentement, sans faire de bruit. Le sac était toujours dans ma main. Je ne me souviens pas de l'avoir posé, mais il n'était plus là après. Je suis sortie, j'ai fermé la porte doucement et je suis remontée dans mon pick-up. Je fixais le volant, comme s'il allait me dire quoi faire. Les rires ne m'atteignaient plus, mais ça n'avait pas d'importance. Ils résonnaient déjà en moi. Je ne savais pas où j'allais. J'ai juste conduit. Les routes étaient presque désertes, et ça m'a aidé. Personne pour me voir m'effondrer à un feu rouge. Mes mains restaient crispées à 10h10, comme si j'avais peur qu'elles trahissent le peu de contrôle qu'il me restait. Le sac de nourriture thaï était toujours sur la banquette arrière, probablement en train de couler sur les sièges, mais je m'en fichais. La nuit semblait longue. Silencieuse, trop silencieuse. Mon téléphone a vibré plusieurs fois, probablement Connor ou quelqu'un du groupe de discussion, mais je n'ai pas regardé. J'ai continué à rouler. Finalement, je me suis arrêtée sur le parking du Walmart de Brodyland. Bien éclairé, assez vide pour me sentir invisible. Je suis restée là, moteur allumé, sans trop savoir pourquoi je m'étais arrêtée. Mon esprit repassait tout en boucle. La voix de Jenna, son rire, son expression, comme si tout ça n'était qu'un jeu, comme si je n'avais jamais été réelle pour elle. 3 ans. C'est ce qu'elle avait dit, et elle le pensait. J'ai commencé à assembler les pièces sans même essayer. Les reçus d'hôtel que j'avais mis sur le compte des voyages professionnels. Les week-ends où elle insistait pour des retraites spa entre filles. Son téléphone toujours posé face contre table. Son soudain intérêt pour les paramètres de confidentialité. Ce n'était pas une seule chose, c'était tout. Une hémorragie lente que je n'avais pas remarquée jusqu'à ce que je sois vidée. Puis est venu le coup de grâce, l'enterrement. Mon père. Cette semaine-là était floue, mais une chose restait claire. Jenna m'envoyant des messages depuis l'étage, prétendant être gravement malade, trop faible pour se lever. J'avais couvert ses arrières. J'avais dit à la famille qu'elle se sentait mal de rater ça.
Je me le disais à moi-même aussi. Mais maintenant, je voyais clair. Elle n'était pas à la maison ce jour-là. Elle était avec Reggie, probablement à siroter du champagne dans une location pendant que je me tenais près d'un cercueil, pensant avoir une partenaire dans ma douleur. La douleur dans ma poitrine a cédé la place à quelque chose de plus froid. Pas encore de la colère, juste une clarté engourdie, comme si on m'avait jeté de l'eau glacée au visage. Je ne savais même pas ce que je ressentais. De la trahison, oui, mais plus profond encore, la prise de conscience que toute ma vie avait dévié de sa trajectoire sans que je m'en rende compte. Je n'ai pas pleuré. J'ai pensé que je devrais peut-être, mais les larmes ne venaient pas. Juste le silence, juste les phares s'étirant sur un parking vide pendant que ma réalité entière basculait sous mes pieds. À un moment, j'ai fini par prendre mon téléphone et appeler Connor. Ma voix s'est brisée en disant son nom. Il n'a pas posé de questions, m'a juste dit de venir chez lui. C'était la première fois que je ressentais quelque chose proche du soulagement. J'ai hoché la tête, même s'il ne pouvait pas le voir, et j'ai quitté le parking. Je ne suis pas rentrée chez moi. Je ne voulais pas revoir ce canapé, ces verres de vin, ni Jenna faisant semblant que tout était normal. Plus jamais. Les lumières du parking Walmart bourdonnaient au-dessus de moi, crues et stériles, projetant de longues ombres sur le bitume fissuré. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là. Assez longtemps pour que l'air dans le pick-up devienne de frais à vicier. Mes mains étaient toujours sur le volant, les doigts raides, les ongles creusant de petits croissants dans mes paumes. Ma poitrine était oppressée, comme si mes poumons rétrécissaient. Je n'arrivais pas à respirer correctement. Chaque inspiration semblait passer par une paille. Mon visage était tantôt brûlant, tantôt glacé. Mon cœur battait si fort qu'il couvrait le monde entier. Je ne pleurais pas vraiment, juste bloqué, prisonnier d'une boucle qui ne s'arrêtait pas. Sa voix, les rires, Reggie, ce maudit canapé. Je crois que j'ai prononcé son nom à voix haute. Doucement, juste une fois. Reggie. Ça ne semblait pas réel. Rien ne l'était. J'avais l'impression de flotter juste derrière moi-même, observant la scène de loin. Finalement, j'ai pris mon téléphone, l'écran trop lumineux dans l'obscurité. J'ai fait défiler les contacts avec un pouce tremblant et je suis tombée sur Connor. Je n'ai même pas pensé à l'heure qu'il était. Quand il a répondu, je n'arrivais pas à former une phrase complète. « Salut », j'ai réussi à dire. Ma voix s'est brisée. « Est-ce que je peux passer ?» Il n'a pas demandé pourquoi. Pas hésité. « Ouais, la porte est ouverte. »« Ça va ?» Ça n'allait pas. On le savait tous les deux. Mais j'ai hoché la tête quand même, murmuré un merci, et démarré le pick-up. La route jusqu'à chez lui était floue. 10 minutes, peut-être 15, mais j'avais l'impression de bouger dans de la mélasse. Le monde dehors ne m'appartenait plus. Quand je suis arrivée à son appartement, je n'ai pas beaucoup parlé. Il m'a regardé une fois et m'a juste fait signe vers le canapé. Je ne me suis pas assis, je ne pouvais pas. Je faisais les 100 pas, pieds nus, les mains dans les cheveux, marmonnant des bribes de ce que j'avais entendu, de ce que j'avais réalisé. Connor était là, bras croisés, essayant de comprendre. Je voyais qu'il voulait arranger les choses, mais il n'y avait rien à arranger. Juste des faits, brutaux, indéniables. Il a sorti son ordinateur, a dit qu'il fallait être malin. Que le premier mouvement devait être le bon. Il a commencé à chercher des avocats spécialisés en divorce. Des bons, des agressifs. Sa voix était calme. La mienne ne l'était pas. Pendant qu'il tapait, j'ai commencé à réfléchir. Vraiment réfléchir. Le téléphone de Jenna toujours posé face contre table. Les voyages avec Chloé, toujours décidés à la dernière minute, toujours pile au moment de mes deadlines. Cette charge d'hôtel à Dallas sur notre compte commun. Elle avait dit que c'était une erreur, un bug. Je l'avais cru. Ou peut-être que je ne voulais pas affronter ce que ça pouvait vraiment signifier. Tout commençait à s'aligner comme un puzzle que j'avais refusé de voir. Je me suis laissé tomber sur le bord du canapé, mains sur les genoux, fixant le tapis comme s'il détenait les réponses. Connor parlait encore, quelque chose à propos de tout documenter, mais je l'entendais à peine. La vérité, c'est que j'avais vu les signes depuis des années. Je ne voulais simplement pas croire qu'ils signifiaient quelque chose. Je voulais croire qu'elle m'aimait, que nous allions bien, que tout était comme avant. Mais ce soir-là, assis dans l'appartement de Connor sous la lumière jaune terne de sa cuisine,
j'ai enfin admis la vérité. Elle ne m'avait pas juste trahi. Elle l'avait fait sous mes yeux, tout ce temps. Quand je suis rentrée à la maison le lendemain matin, c'était comme entrer dans le décor d'un film dont je connaissais déjà la fin. Même mur, même meuble, même légère odeur de bougie à la vanille brûlant dans le salon. Mais rien ne semblait plus réel. Je me déplaçais comme un fantôme, contrôlant mes expressions, parlant du même ton qu'à l'accoutumée. Elle n'a rien suspecté. Jenna était au lavabo de la cuisine, chargeant le lave-vaisselle avec un AirPod dans l'oreille et une expression fatiguée, comme si elle n'avait pas beaucoup dormi. Ses cheveux étaient relevés en un chignon désordonné, et elle m'a jeté un regard par-dessus son épaule avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Salut, chérie, t'es rentrée tôt. » Elle n'a pas demandé pourquoi. Elle s'est juste penchée, m'a embrassé sur la joue, et a continué à rincer les verres de vin comme si de rien n'était. Ouais, le gamin de Rick était malade. Tout a été annulé. Elle a fait un petit bruit de compassion. Ça craint, a-t-elle dit, puis elle a marmonné quelque chose à propos de devoir nettoyer après que Chloé et Britney avaient transformé la soirée en bordel. Elle a levé les yeux au ciel et a ri, comme si elles avaient juste été un peu trop bruyantes, un peu trop éméchées, et non pas qu'elle s'était moquée de coucher avec un autre homme dans notre salon quelques heures plus tôt. J'ai hoché la tête, posé mon sac près de l'escalier, et demandé si elle voulait un café. Mes mains étaient stables. Ma voix n'a pas tremblé. Je l'observais attentivement, comme on étudierait un animal sauvage. Curieux, prudent, détaché. Plus tard, pendant qu'elle se douchait, j'ai pris son téléphone. Je ne l'avais jamais fait avant. Je n'en avais jamais eu besoin. Ou du moins, je pensais que non. Mais maintenant, avec son téléphone dans ma paume, son code était soudain évident. Son anniversaire, bien sûr. C'était comme ouvrir un coffre qui avait toujours été grand ouvert. Ça n'a pas pris longtemps. Ses messages avec Reggie étaient épinglés en haut, même pas cachés, juste là. J'ai commencé à faire défiler. Des photos, pas seulement d'eux ensemble, mais d'elle nue, posant dans des miroirs d'hôtel, portant des choses que je n'avais jamais vues. Ces légendes étaient sans vergogne. Hâte de m'échapper encore. Ton goût me manque. Il dort en bas. Les réponses de Reggie étaient tout aussi crades. Compliments, promesses salaces, plans. Il y avait des reçus d'hôtel, des confirmations en PDF, des emails avec des petits cœurs dans l'objet, et plus d'un message plaisantant sur à quel point j'étais naïf, comme il était facile de me mentir. J'avais la nausée, mais je continuais à faire défiler. Pas parce que je voulais, mais parce que je devais. J'avais besoin de la vérité. J'avais besoin de voir jusqu'où ça allait. J'ai commencé à tout transférer à mon email. Capture d'écran, pièce jointe, date, heure. J'ai créé un dossier et tout y est mis. Chaque salle secret catalogué et copié. Puis j'ai ouvert notre application bancaire. C'est là que le deuxième coup de massue est tombé. Des boutiques de lingerie dont je n'avais jamais entendu parler. Des frais de station balnéaire, de restaurants chics, de chambres d'hôtel de luxe, facturés à des dates où elle disait rendre visite à sa sœur. J'ai vu des paiements à des comptes Uber qui ne correspondaient pas aux siens, même un fleuriste à Houston. Les chiffres s'alignaient trop bien. Tous ces week-ends où elle disait se détendre, elle vivait une autre vie, et je l'avais financée. Je me suis assis à la table de la cuisine pendant qu'elle séchait ses cheveux à l'étage, et pour la première fois, je ne me sentais pas brisée. Je me sentais concentrée. La douleur n'avait pas disparu. Elle vibrait encore en arrière-plan. Mais autre chose avait pris sa place, une clarté froide et tranchante. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas supplier pour des réponses. J'allais me préparer, et elle ne le verrait jamais venir. Après ça, j'ai rencontré Dana Ellis. Centre-ville de Dallas, 32e étage, un bureau rempli de verres et d'angles durs. Rien de doux là-dedans, y compris elle. Connor m'avait envoyé ses coordonnées avec une seule phrase. Elle ne fait pas dans la dentelle. Et il avait raison. Dana n'était pas chaleureuse. Elle n'était pas rassurante. Elle ne m'a pas demandé comment j'allais. Elle m'a regardé comme un échiquier. Puis elle a commencé à déplacer les pièces. Première règle, a-t-elle dit, d'un ton sérieux comme un juge lisant une sentence. Tu ne lui dis pas ce que tu sais. Pas encore. Tu ne dévoiles pas une seule carte tant que tout n'est pas en place. J'ai hoché la tête, dit « Ok ». Et elle n'a pas attendu plus. T'as des preuves. Je lui ai montré le dossier, capture d'écran,
PDF, email. Ses yeux ont parcouru les images avec la même expression qu'on aurait en lisant une liste de courses. Bien. C'est un début, mais tu dois te protéger financièrement, légalement. Les émotions, ça viendra plus tard. Puis est venue la liste. Ouvre un nouveau compte bancaire. Transfère exactement la moitié des économies. Pas plus, pas moins. Elle était claire. Ce n'est pas de la vengeance. C'est de la défense légale. Reste dans ton droit. Documente tout. Change tes mots de passe. Sécurise ton empreinte numérique. Verrouille tout ce qu'elle pourrait utiliser ou vider en te souriant. Emballe l'essentiel. Passeport, documents légaux, souvenirs, trucs que tu serais dévasté de perdre. Pas les vêtements. Dana a dit, elle remarquera les vêtements. Prends l'irremplaçable. Je suis sorti de son bureau plus léger, toujours en colère, toujours vide, mais concentré. J'avais une carte maintenant, et ça comptait. La banque était la prochaine étape. Je me suis assis en face d'un jeune manager dans un costume trop grand qui m'a demandé si je commençais un nouveau chapitre. J'ai dit oui sans m'étendre. J'ai transféré exactement 50% de nos économies communes dans un nouveau compte propre. Pas de lien en ligne, pas de traces que Jenna pourrait trouver. Puis j'ai réinitialisé tous les mots de passe que nous avions partagés. Email, service public, Amazon, tout. Ce soir-là, Jenna était dans la cuisine, scrollant Instagram en réchauffant des pâtes au micro-ondes. Je lui ai dit que j'allais faire un tour, peut-être boire une bière avec Connor. Elle a souri sans lever les yeux. J'ai passé cette nuit à emballer les morceaux de moi que je ne voulais pas qu'elle touche. La vieille montre de mon père, les boutons de manchette qu'il portait à ma remise de diplôme, des albums photos, une boîte à chaussures pleine de lettres de l'université, quelques trucs qu'elle traitait toujours de bric-à-brac. Je les ai soigneusement chargés dans le coffre. Chaque objet me rappelait que je n'étais pas juste un mec qu'elle pouvait remplacer. L'appartement est venu le lendemain matin. Petit, propre, mur beige, une solution temporaire. J'ai payé la caution en liquide et récupéré les clés l'après-midi même. J'ai dit au propriétaire que je déménagerais des choses la nuit, et il n'a pas demandé pourquoi. À la fin de la journée, j'avais un endroit à moi, un compte bancaire qu'elle ne pouvait pas toucher, une avocate qui n'avait pas peur d'aller au bout. Et pour la première fois depuis que j'avais entendu sa voix sur ce canapé, je ne me sentais pas comme une victime. J'étais prêt. Pendant les 2 semaines suivantes, je suis devenu exactement celui que Jenna pensait que j'étais, doux, naïf, fidèle. Baisers matinaux, messages pour vérifier comment elle allait, plan pour le week-end. J'ai même commencé à faire ce qu'elle avait toujours voulu, proposer de regarder Selling Sunset sur le canapé à côté d'elle, comme si je m'intéressais vraiment à quelle agente immobilière pleurait. Elle ne se doutait de rien. Elle s'asseyait là, son téléphone glissé sous une couverture, ses doigts tapant rapidement. Je voyais le nom de Reggie dans ses notifications, parfois enregistré comme « notre entrepreneur », parfois juste un emoji, mais c'était toujours lui. Il flirtait, faisait des plans, s'envoyait des photos pendant que j'étais à 2 mètres, faisant semblant de regarder les scores sportifs. Elle a même ri à un moment donné. Littéralement ri comme une ado avec un crush. Et je souriais. C'était le jeu maintenant. Contrôler mon visage, ma voix, mon rythme cardiaque. Elle ne suspectait rien. Si quoi que ce soit, elle semblait soulagée que je sois redevenu normal. Je l'ai embrassée sur le front une nuit pendant qu'elle textait sous la couverture. Elle a ri et dit « T'es tellement gentil en ce moment ». J'ai embrassé à nouveau et dit « Je t'aime ». L'ironie a failli m'étouffer. Chaque jour après le travail, j'ajoutais au dossier. Je l'appelais le dossier nucléaire, et ce n'était pas une blague. Chaque message, chaque capture d'écran, chaque image, je les sauvegardais 3 fois. Connor m'a aidé à organiser par catégorie, photos, textos, finances, reçus de voyage, audio. L'audio était nouveau. Le Texas est un État à consentement unilatéral, ce qui signifiait que je pouvais enregistrer en appuyant simplement sur un bouton pendant qu'on parlait. Je posais des questions innocentes sur ses plans pour le week-end ou si elle parlait encore souvent à Chloé, et elle mentait sans ciller. Les enregistrements étaient clairs. Connor a apporté un disque dur externe, et nous avons fait des copies. Une pour mon avocate, une pour moi, et une autre étiquetée pour Lorraine, la femme de Reggie. Je ne savais pas grand-chose sur elle,
Mais je savais qu'elle existait et qu'elle méritait de voir ce qui se passait dans son dos autant que moi. La partie la plus dure n'était pas de faire semblant. C'était de rester immobile. J'avais ce qu'il me fallait, les preuves, le plan, la sortie. Mais Dana avait été très claire. Attends. Laisse-la creuser un trou plus profond. Laisse-la se sentir à l'aise. Rends la chute plus dure. Alors, je l'ai fait. J'ai même commencé à préparer le terrain socialement. Des petites choses, des graines semées. J'ai mentionné à des amis communs que Jenna semblait distante ces derniers temps, toujours au travail ou avec les filles. Je n'en disais pas beaucoup. Juste assez pour qu'ils tirent leurs propres conclusions. Avec le recul, ça n'a pas pris beaucoup. Les gens avaient des yeux. Ils avaient des questions. Ils n'avaient simplement pas eu de raison de les exprimer jusqu'à maintenant. Une nuit, Jenna a laissé son ordinateur portable ouvert sur la table basse. Je suis passé devant, faisant semblant de ne pas le remarquer, puis je me suis arrêté. Sa boîte de réception était ouverte. Une nouvelle confirmation de réservation pour un hôtel en centre-ville. Vendredi, le même jour où elle disait aller voir sa mère. J'ai fixé l'écran longtemps. Puis j'ai éteint la lampe, l'ai embrassée sur la tête et suis monté. Elle n'a même pas tressailli. N'a même pas levé les yeux. Encore 2 jours. Je pouvais attendre. Le matin où tout s'est écroulé, le soleil brillait, et Jenna rayonnait. Elle portait un blazer élégant, une mise en pli fraîche, des talons coûteux claquant sur le parquet alors qu'elle courait d'une pièce à l'autre, marmonnant à propos des RSVP et des pancartes. Son grand événement client, quelque chose qu'elle préparait depuis des semaines, un cocktail immobilier avec des investisseurs de haut niveau et une chance de promotion. Son téléphone vibrait sans arrêt avec des messages d'assistants et de fleuristes. Elle était dans son élément, et je l'observais comme un homme regardant le dernier acte d'une pièce dont il connaît déjà la fin. J'ai fait du café, l'ai embrassée sur la joue, lui ai demandé si elle avait besoin de quelque chose avant que je parte. Elle a souri, à peine à l'écoute, ses lèvres effleurant les miennes alors qu'elle disait « Souhaite-moi bonne chance ». T'as ça dans le sac, lui ai-je dit, et je le pensais. Pas pour l'événement, mais pour la tempête qu'elle ne savait pas à 5 minutes d'arriver. Dès que la porte s'est refermée derrière elle, je suis allé à la table de la cuisine où tout était déjà disposé. Une enveloppe Kraft, une clé USB, des documents imprimés, des post-ETS avec des chronologies étiquetées. Le dossier nucléaire en forme physique. J'avais répété ce moment comme un soldat chargeant son équipement avant la bataille. Pas d'hésitation, juste de l'exécution. La première livraison est partie à Lorraine, la femme de Reggie. Pas un email, pas un texto. Une enveloppe remise en main propre par coursier. Signature requise. À l'intérieur, tout, capture d'écran, date, confirmation d'hôtel, message explicite, photo de Jenna en lingerie qu'elle ne possédait même pas à la maison. Des fichiers audio gravés sur CD. Une brève note, je pensais que tu méritais la vérité. J'aurais aimé la voir plus tôt. Monsieur la seconde est parti aux parents de Jenna. Pas la lettre émotive que j'avais envie d'écrire, mais un email clair et détaillé. 3 points, 2 pièces jointes, et l'objet, lisez à propos de Jenna. J'ai gardé sa factuelle. Pas de commentaires, juste la vérité exposée comme un tableur. J'ai appuyé sur envoyer et me suis adossé à ma chaise. Puis j'ai attendu. Ça n'a pas pris longtemps. D'abord, un appel manqué de la mère de Jenna. Puis un second. Puis un texto. Matt, est-ce que c'est vrai? Appelle-moi, s'il te plaît. Je n'ai pas répondu. Ce n'était pas à moi de leur donner des réponses. Puis est venue Lorraine. Je n'ai jamais vu l'explosion, mais Connor, si. Elle s'était présentée au bureau de Reggie à Midtown, lunettes de soleil sur le nez, sans expression. Elle a posé l'enveloppe sur son bureau et est sortie sans un mot. 30 minutes plus tard, Jenna a commencé à m'envoyer des textos en rafale. T'es ok? Il s'est passé quelque chose. Appelle-moi, s'il te plaît. Je n'ai pas répondu. À 11h30, le bruit s'était répandu dans son agence immobilière. L'immobilier, c'est une petite ville déguisée en grande, et les scandales se propagent vite, surtout quand la moitié de vos contacts sont en copie d'un message transféré avec des preuves d'infidélité et de mensonges sur des années. Son événement a été reporté, puis annulé. Les clients se sont retirés. L'un de ses plus gros soutiens l'a ghosté après le déjeuner.
Je regardais tout s'effondrer en temps réel. Mon téléphone s'illuminait avec la panique de Jenna pendant que j'étais assis sur mon nouveau canapé, dans mon nouvel appartement, jambes croisées, calme. Je ne jubilais pas. J'en avais fini. Quand elle est rentrée ce soir-là, son visage disait tout ce que j'avais besoin de savoir. La tempête avait frappé, et elle se tenait enfin au milieu. La clé a tourné dans la serrure juste après 21 heures. J'étais déjà assis à la table à manger, lumière tamisée, une lampe allumée, le dossier de papier posé devant moi comme un verdict en attente. Elle est entrée, talon dans une main, veste à moitié sur l'épaule, cheveux en désordre. Ses yeux étaient rouges. Son visage était rougeau. Elle semblait brisée. « Matt » a-t-elle dit, la voix tremblante. « C'est quoi ce bordel ?» Je n'ai pas bougé. Pas répondu. Je l'ai juste regardé. Je ne sais même pas par où commencer. Mon téléphone n'arrête pas de sonner depuis ce matin. Ma mère m'a appelé en pleurant. Lorraine s'est pointée au bureau de Reggie. Tu leur as envoyé ces trucs. Je suis resté silencieux, mains croisées sur la table. Elle s'est approchée, encore incertaine du ton à adopter. Elle a d'abord essayé l'indignation. T'avais pas le droit de faire ça. C'était ma vie, ma carrière. Tu te prends pour un héros en foutant tout en l'air? T'as tout gâché. C'est toi qui as tout gâché, ai-je dit platement. Il y a 3 ans. Elle s'est figée. Sa bouche s'est ouverte comme si elle avait autre chose à dire, mais rien n'est sorti. Puis la panique a commencé à poindre. Sa voix s'est adoucie, accélérée. Écoute, je sais que ça a l'air grave, mais ce n'était pas censé durer aussi longtemps. Reggie, il ne représentait rien. Vraiment. J'étais seule. Tu travaillais tout le temps. Je ne savais pas comment te le dire. Je n'ai pas répondu. Puis les larmes sont venues. Elle a lâché ses chaussures et s'est précipitée vers moi, tombant à genoux comme dans une mauvaise série dramatique. S'il te plaît, Matt, on peut réparer ça. On peut aller en thérapie ou quelque chose. Je vais arrêter. Je l'ai déjà fait. Je le jure. Ne jette pas tout par la fenêtre. Elle a tendu la main vers la mienne. J'ai poussé l'enveloppe Kraft vers elle. Elle a cligné des yeux, confuse, puis l'a ouverte. À l'intérieur, des papiers de divorce. Notariés. Préparés. Signés de mon côté. Il lui a fallu une seconde pour comprendre. Quand elle a levé les yeux, son visage avait complètement changé. Fini la comédie. Juste du choc. Une prise de conscience creuse. Ce n'est pas juste aujourd'hui, a-t-elle dit lentement. T'as planifié ça. J'ai fait un petit signe de tête. Elle s'est levée lentement, ses yeux balayant la maison comme si elle la voyait pour la première fois. Où est le coffre? A-t-elle demandé, plus pour elle-même que pour moi. Pourquoi ma carte ne marche pas? Où sont les documents fiscaux? Elle s'est arrêtée en plein milieu, une terreur la submergeant comme de l'eau froide. T'as déménagé, a-t-elle murmuré. T'as déménagé. Je me suis levée aussi, enfin, et je suis passée devant elle. À la porte, je me suis arrêtée. Tu te souviens de ce que t'as dit cette nuit-là? Ai-je demandé doucement. À propos de comment j'étais trop stupide pour comprendre. Elle n'a pas répondu. Je l'ai regardée une dernière fois. Surprise. Puis je suis sortie. Il n'a pas fallu longtemps pour que les murs s'effondrent autour d'elle. Le lendemain matin, Jenna a essayé d'utiliser sa carte de crédit dans un café près de son bureau. Refusé. Elle a essayé la carte de secours. Même résultat. Elle a appelé la banque, qui l'a informé que les comptes étaient maintenant gelés en attendant la procédure de divorce. Accès limité, transactions surveillées, contrôle révoqué. Puis est venu le silence. Chloé, Britney, tout le cercle des soirées 20 ont disparu. Pas d'appel, pas de message, même pas un « ça va » sur ses posts Instagram. Elle n'allait pas couler avec elle. La culpabilité par association n'était pas quelque chose qu'elle voulait sur leur CV. Son feed est passé des conseils immobiliers et photos de brunch soigneusement mises en scène à un silence radio. Pendant des années, elle avait construit l'image de l'épouse parfaite, de l'ambitieuse qui réussit tout. Mais cette version d'elle n'a pas survécu aux captures d'écran. Elle a arrêté de poster complètement. Trop de questions, trop de messages privés qu'elle ne pouvait pas répondre, trop
trop de commentaires qu'elle ne pouvait pas supprimer assez vite. Reggie, lui, s'est effondré plus vite que quiconque. Dans les 48 heures après que Lorraine a reçu l'enveloppe, il suppliait pour le pardon, jurant que c'était juste une passade, que Jenna était celle qui insistait, qu'il avait essayé d'arrêter, que c'était surtout émotionnel. Il s'est peint en faible, manipulé, victime. Jenna s'est retrouvée seule dans les décombres. Sa carrière, la seule chose qu'elle avait encore une chance de sauver, n'avait aucune chance. L'événement dans lequel elle avait investi des mois était mort avant même de commencer. Les sponsors se sont retirés. Les investisseurs l'ont ghosté. Son patron a qualifié ça de « regrettable manque de jugement personnel qui a compromis notre intégrité professionnelle ». Elle n'a pas encore été virée, mais ses pistes se sont taries du jour au lendemain. Le froid s'est installé. Son nom portait une odeur que personne ne voulait approcher. En une semaine, elle a emballé ce qu'il restait de sa vie et s'est envolée pour le Missouri, chez ses parents, dans une petite ville grise juste à côté de Springfield, un cul-de-sac où rien ne se passe et où tout le monde remarque quand quelque chose arrive. Elle s'est installée dans son ancienne chambre. Même papier peint rose, même lit simple avec la courte pointe usée, des peluches dans le placard qui n'avaient pas été touchées depuis des années. C'est là qu'elle était maintenant. Plus de brunch, plus de week-end spa, plus de soirées vin, juste de longs dîners gênants avec sa mère évitant le contact visuel et son père soupirant parfois, comme s'il ne savait pas s'il était plus déçu ou épuisé. Il n'y a pas eu d'excuses dramatiques, pas de confrontation enflammée, juste des retombées. Des conséquences qui se sont installées discrètement et ont tout réarrangé. Elle disait toujours qu'elle ne comprenait pas à quelle vitesse une réputation pouvait s'effondrer dans une ville comme Dallas. Maintenant, elle comprenait. 6 mois ont passé. La vie ne s'est pas remise en place d'un coup. Elle s'est reconstruite, une pièce discrète à la fois. J'ai commencé une thérapie. Rejoins une ligue de foot locale les week-ends, surtout pour rester occupée, en partie pour me rappeler ce que ça faisait de bouger juste pour le plaisir. Je me suis habituée à me réveiller dans mon propre espace, où tout était à sa place et où personne ne cachait quoi que ce soit derrière un sourire. Je ne vérifiais pas ses réseaux sociaux, ne demandais pas de ses nouvelles aux amis communs. Je l'ai laissé disparaître. Un samedi, je l'ai croisé chez Home Depot, de tous les endroits. Rayon 17, en train de regarder des bacs de rangement, sans maquillage, cheveux en tresse lâche, en ballerine et pull oversize. Elle semblait plus petite, fatiguée, mais pas brisée. Elle m'a vu en premier, m'a offert un demi-sourire. « Salut, Matt. » J'ai hoché la tête. « Salut. » Il y a eu une pause. Puis elle a dit « Je suis désolée pour tout. Je sais que ça ne répare rien, mais je le suis vraiment. » Je l'ai cru, pas parce que je voulais, mais parce qu'il n'y avait plus rien à mentir. Elle a dit qu'elle déménageait à Chicago. Pour repartir de zéro. J'avais besoin de sortir de cette chambre d'écho, a-t-elle dit, presque pour elle-même. Trop de miroirs ici. J'ai juste hoché la tête à nouveau. Lui et dit que j'espérais qu'elle trouve ce qu'elle cherchait. Elle est partie sans drame. Pas de larmes, pas de discours final. Et je suis restée là un moment, surpris par ce que je ressentais. Rien. Pas de rage, pas de tristesse, même pas de triomphe, juste de la paix. Parce qu'en fin de compte, la vraie victoire n'était pas d'avoir détruit son monde. C'était d'être sorti du mien et d'avoir enfin construit quelque chose d'honnête à sa place.